Donc, le dernier cours qu'on avait fait donc, concernait le principe de l'injection des dépendances et de l'inversion de contrôle. Bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'arrête un petit moment donné, à un moment donné pour pratiquer donc, ces concepts. Mais ce serait bien aussi donc, de voir la suite donc, de ce cours pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire à travers le petit exemple que nous avons fait la dernière fois. Donc, on va essayer donc, de voir comment utiliser le principe de l'inversion de contrôle pour la partie accès aux bases de données. En fait, l'accès aux bases de données, la gestion des données, c'est une partie qui est très importante pour les applications. Donc on va la retrouver toujours dans tous les projets. Donc ce qui fait, on va essayer donc de voir ce que c'est le mapping objet relationnel et comment gérer donc ce mapping objet relationnel, comment le faire dans une application Java J2E. Alors d'abord, avant de vous parler du mapping objet relationnel, juste un petit aperçu donc sur en fait l'architecture globale d'une application. Donc on peut dire que d'une manière générale, bon, ici il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas détailler tous les éléments de l'architecture, mais juste pour situer un peu notre cours par rapport à ce que nous allons faire. Donc d'une manière générale, c'est que les applications ont souvent besoin de stocker les données dans des systèmes de gestion de bases de données. Souvent, donc on a besoin d'un SGBD. Alors, dans la majorité des cas, c'est des systèmes de gestion de bases de données relationnelles qui sont utilisés. Ça veut dire quoi relationnel? Ça veut dire que les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations à travers le concept clé primaire et clé étrangère. Bien, alors, mais les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas les seuls systèmes qui sont utilisés. Il y a également des SGBD non SQL. Donc vous avez tout l'écosystème du Big Data qui utilise d'autres approches non relationnelles. Donc on va se dire que dans la majorité des cas, vous allez souvent utiliser des systèmes de gestion de bases de données relationnelles comme MySQL, comme SQL Server, comme Oracle, donc c'est des SGBD relationnels que vous allez utiliser. Alors après, vous avez donc l'application. Alors l'application elle-même se compose de plusieurs couches. Donc nous avons expliqué la dernière fois que dans une application, il faut toujours séparer la logique métier des autres logiques, c'est-à-dire de la logique présentation, de la logique d'accès aux données. Il ne faut jamais mélanger le code métier et le code technique. Alors ce qui fait que dans l'application, on va trouver donc plusieurs couches. En fait, il y a la couche, on va dire la plus importante, c'est la couche métier. En fait, la couche métier, c'est la partie dans laquelle on implémente la logique métier de l'application, c'est-à-dire tous les traitements se trouvent dans la couche métier. Et pour développer la couche métier de l'application, on utilise l'approche orientée objet. C'est-à-dire, on utilise l'orienté objet, c'est-à-dire on crée des classes, il y a des objets, il y a l'héritage, il y a le polymorphisme. Donc, globalement, c'est les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Vous utilisez des interfaces, des classes, globalement. Ici, vous utilisez l'orienté objet. Alors, le premier problème technique que vous allez rencontrer dans les applications, c'est ça, c'est que vous avez une application orientée objet, c'est-à-dire dans laquelle vous manipulez que des objets, et de l'autre côté, vous avez un système de gestion de base de données relationnel. Relationnel, ça veut dire que on parle que des tables, relations, clés primaires, clés étrangères. Donc vous avez deux mondes qui sont différents. Quand on est dans les bases de données relationnelles, on parle table, relation, clés primaires, clés étrangères, les index, l'intégrité référentielle. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié au moteur de base de données relationnelles. Et quand on parle application, on parle tout simplement classe, objet, héritage, polymorphisme, une collection d'objets. Alors globalement, donc c'est la raison pour laquelle dans les applications orientées objet, nous avons souvent besoin de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors le mapping objet relationnel, c'est une opération qui consiste à faire la correspondance entre les données qui sont stockées dans des bases de données relationnelles, dans des tables, avec les objets de l'application. Alors nous allons voir comment le faire. Donc je vous rappellerai comment on le fait d'habitude avec une application Java classique. Et après nous allons voir comment le faire en utilisant des frameworks, principalement Hibernate, en respectant la spécification GPA. Et après on va également voir avec Spring Data comment on va essayer donc de gérer les données.
Alors, généralement, l'accès aux données, c'est-à-dire le mapping objet relationnel, se fait dans une couche séparée qui s'appelle la couche DAO. En fait, la couche DAO, c'est la partie dans laquelle qui va se charger de faire cette opération de mapping objet relationnel. C'est-à-dire, c'est dans cette couche-là qu'on va devoir exécuter des requêtes SQL pour les envoyer vers le système de gestion de base de données. On récupère un jeu d'enregistrement, des lignes, et après ces données-là, on va les stocker dans les objets de l'application. On va les transférer vers les objets de l'application, et par la suite, l'application, tout le reste de l'application ne devient que de l'orienté objet. Et par la suite, pour créer la partie web de l'application, on verra qu'il y a une autre couche web que nous allons créer dans laquelle on va essayer donc d'implémenter la logique web de l'application. Alors maintenant, le cours d'aujourd'hui donc va concerner cette partie-là principalement, c'est-à-dire la couche DAO. C'est-à-dire on va s'intéresser à cette partie-là, comment faire ce mapping objet relationnel avec les différents niveaux. Donc pour vous expliquer donc ce principe du mapping objet relationnel, comme je disais, donc le mapping objet relationnel, c'est un concept qui consiste, c'est une opération qui consiste à faire la correspondance entre des données qui sont stockées dans des tables de base de données relationnelles avec les objets de l'application. Exemple, supposons que vous voulez créer une application qui permet de gérer des produits. Vous voulez créer une application qui permet de gérer des produits. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord créer, côté application, vous allez créer la classe produit. Et après, vous allez dire un produit est défini par son ID, désignation, prix, quantité, n'est-ce pas? Et après, vous allez ajouter les getters et setters et un constructeur sans paramètres. Allez, application, n'est-ce pas? Alors, côté base de données, vous allez créer la table produit. Donc, vous voyez donc, côté application, c'est la classe produit, mais côté base de données, c'est la table produit. Alors, dans la table produit, vous allez créer les colonnes comme ID, désignation, prix, quantité. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de faire un double travail. Là, tous les attributs que vous avez déclarés dans la classe, vous devrez les déclarer dans la table. Donc, vous êtes déjà en train de faire la correspondance entre les attributs d'une classe avec les colonnes d'une table. Alors maintenant, supposons que vous voulez créer une application qui permet de chercher les produits dont la désignation contient un mot-clé. C'est-à-dire qu'une application dans laquelle on va saisir un keyword, un mot-clé, et après quand je vais chercher, je vais afficher tous les produits dont la désignation contient ce mot-clé. Alors dans ce cas-là, si vous voulez créer ce genre d'application, alors dans la couche DAO de l'application, vous allez sans doute créer une méthode comme ça, comme par exemple produit par mot-clé, comme méthode. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Le mot-clé, c'est-à-dire l'input ou le keyword. Et qu'est-ce qu'il va retourner? C'est une liste qui contient des produits. Alors, une liste, c'est un tableau. Chaque élément de la liste contient un objet de type produit. Alors maintenant, si vous voulez faire vous voulez écrire ce genre c'est-à-dire de code, vous voulez écrire le code Java directement sans passer par des frameworks, alors sans doute vous allez devoir utiliser une API qui fait partie de Java qui s'appelle JDBC. Alors dans Java, il y a une API qui s'appelle JDBC, c'est-à-dire Java Database Connectivity, qui permet à une application Java de communiquer avec n'importe quel système de gestion de base de données relationnelle. Alors, pour pouvoir utiliser cette API JDBC, voilà la démarche. Donc, je vous rappelle juste les étapes que nous allons souvent suivre. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer un objet. On va d'abord créer une liste, parce que qu'est-ce que je vais retourner à la fin? Une liste. Donc, je vais déclarer une liste, new array list. Donc, je crée d'abord une liste qui est vide au départ. Après, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va charger ce qu'on appelle le pilote JDBC. Alors, le driver du SGBD, charger le pilote JDBC. Alors, c'est quoi le pilote JDBC? Le pilote JDBC, c'est une classe Java, c'est une bibliothèque de classe Java, qui permet à une application Java de communiquer avec le système de gestion de base de données. Chaque système de gestion de base de données possède son propre pilote JDBC. Par exemple, si vous voulez communiquer avec une base de données comme MySQL, le pilote JDBC, c'est une classe qui s'appelle comme .mysql.jdbc.driver.
Il faut la charger en mémoire. Alors pour la charger en mémoire dynamiquement, nous avons déjà vu la dernière fois que pour charger une classe en mémoire dynamiquement, on utilise class.forName. ForName, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la classe, s'il existe au moment de l'exécution, il va la charger en mémoire, mais s'il n'existe pas, il faut s'attendre à une exception dont j'ai parlé la dernière fois. Cette exception, c'est class not found exception. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quand vous mettez class.forName, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. Vous pouvez mettre x.y.z. Le compilateur, pour lui, c'est une chaîne de caractères, bon, pour lui, c'est bon. N'est-ce pas? Mais au moment de l'exécution, vous voyez, donc ça c'est dynamique. Au moment de l'exécution, c'est à ce moment-là qu'il va chercher ce pilote, cette classe. S'il existe, il va la charger en mémoire. S'il n'existe pas, donc vous aurez une exception, class not found exception. Alors, une fois que cette classe est chargée en mémoire, ce pilote JDBC est chargé en mémoire, maintenant on va établir une connexion vers la base de données. Alors pour cela, on va créer un objet connection. Alors connection, donc c'est l'API JDBC. C'est une interface connection à partir de la classe driverManager.getConnection. Et après, on va spécifier l'URL de la base de données. Alors dans cette URL, on va trouver des informations comme par exemple JDBC, MySQL, ça c'est le pont, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une base de données de type MySQL. Localhost, ça représente la machine, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine où se trouve MySQL. Alors dans ce cas-là, ça suppose que MySQL se trouve dans la même machine où se trouve l'application. 3306, c'est le numéro de port de MySQL. / le nom de la base de données, username, password. Donc, les informations qu'il faut spécifier pour établir une connexion vers la base de données. Une fois que la connexion est établie, nous allons créer ce qu'on appelle un objet statement ou bien un objet prepared statement. Alors, l'objet statement ou bien prepared statement, c'est un objet qui permet d'exécuter une requête SQL. Alors, pour cela, on va créer l'objet prepared statement, PS, égale à chat_con. C'est la connexion .prepare statement et j'ai créé ma requête SQL. Par exemple ici, select, étoile, from, produit, where, désignation, like, point d'interrogation. Alors ce point d'interrogation, c'est un paramètre. Ça veut dire que la requête n'est pas encore complète. Si vous voulez compléter la requête, il faut remplacer le point d'interrogation par sa valeur. N'est-ce pas? C'est une requête paramétrée. Alors pour remplacer le point d'interrogation par sa valeur, on va utiliser ps.setString 1. Alors en fait 1, ça veut dire que c'est le premier point d'interrogation de la requête. On va le remplacer par MC, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce mot-clé que vous voyez comme paramètre. Alors quand vous utilisez setString, automatiquement il va ajouter donc de simples cotes, c'est-à-dire à la valeur, n'est-ce pas? Parce que vous savez que si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire autrement. Vous allez enlever le point d'interrogation et vous ajoutez plus MC. Mais quand vous mettez plus MC, vous savez que comme c'est une chaîne de caractères, il faut la mettre entre deux simples cotes. Ça veut dire qu'il faut utiliser ici simple cote plus MC plus double cote, simple cote, double cote, etc. Donc ça veut dire que vous risquez d'écrire quelque chose d'assez complexe, ce n'est pas assez pratique. Donc généralement, ce qui est plus pratique, c'est d'utiliser, quand il y a des paramètres, vous mettez des points d'interrogation et après vous remplacez ces points d'interrogation par leur valeur 1 à 1. Alors ici, donc il y a un seul paramètre, donc on le remplace par MC. Si on veut ajouter les pourcentages. Alors si vous voulez ajouter les pourcentages, vous mettez ces pourcentages, point d'interrogation, pourcentage. Donc c'est-à-dire, dans ce cas-là, de toute façon, cette string, il remplace que le point d'interrogation. Mais là, ça ne va pas marcher. Alors si vous voulez ajouter le point d'interrogation, et plutôt les pourcentages, c'est-à-dire quels que soient les caractères avant et quels que soient les caractères après, il faut le mettre ici. C'est-à-dire vous mettez pourcentage plus MC plus pourcentage. C'est-à-dire c'est dans la requête que vous allez mettre, c'est-à-dire les jokers pour la recherche. C'est clair? Alors une fois que vous avez préparé la requête, maintenant elle est complète, on va l'exécuter. Alors pour l'exécuter, on va faire appel à la méthode executeQuery. Alors en fait, la méthode executeQuery de PS, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la requête SQL vers le SGBD. Le SGBD lui-même, il va la mettre dans sa moulinette, dans son moteur. Il va chercher les données et après il va retourner le résultat vers l'application. Alors l'API JDBC, quand il récupère le résultat, il le stocke dans un objet de type result_set. En fait, result_set également, c'est une interface qui représente un jeu d'enregistrement.
Et c'est quoi un record set en fait? Un result set, c'est un tableau qui contient le résultat d'une requête select. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que moi, je veux retourner une liste de produits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir le result set ligne par ligne. Alors pour pouvoir parcourir le result set ligne par ligne, je vais utiliser while rs.next pour chaque ligne. Hein? Next, je passe à la première ligne par exemple. Pour chaque ligne, je vais créer un objet de type produit. Parce qu'en fait, je vais prendre les données de chaque ligne et je vais les stocker dans un objet de type produit. Donc je fais produit P égale new produit. Donc vous voyez, donc, pour chaque ligne, je crée un produit. Et qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre la valeur de la colonne ID et je vais la stocker dans la variable ID de l'objet P. Alors comme les attributs sont privés, donc je vais utiliser donc P.setID. À quoi est égal? C'est rs.getLongID. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre la valeur de la colonne ID, je la convertis en langue. Pourquoi je la convertis en langue? Parce que l'attribut ID est de type langue. Et je vais la stocker dans la variable ID de l'objet P. Et je fais la même chose pour les autres. Je prends la valeur de la colonne désignation, je la stocke dans la variable désignation. Alors vous remarquez ici, donc j'utilise getStrings. Pourquoi? Parce que c'est un string. Ici le prix, j'utilise getDouble parce que c'est un double. Et quantité. Alors donc, qu'est-ce que je viens de faire? Pour chaque ligne, je prends les données de la colonne, je les transfère dans les variables correspondantes, les attributs correspondants. Alors maintenant, avant de passer à la ligne suivante, qu'est-ce que je vais faire? Donc cet objet P que je viens de créer, je vais l'ajouter à cette liste. Alors pour l'ajouter à la liste, donc je vais utiliser produit.addP. Et je ferme la boucle. Et quand je ferme la boucle, ça veut dire que je reviens vers rs.next. Next, c'est-à-dire je passe à la ligne suivante. Je reprends. Je crée d'abord un objet de type produit. Je transfère les données de la ligne vers l'objet produit. J'ajoute l'objet à la liste. Next, je crée l'objet, je transfère les données, c'est-à-dire je suis en train de transférer les données de chaque ligne dans un objet correspondant. Alors c'est bien ça ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Donc le mapping objet relationnel, c'est une opération qui permet de faire la correspondance entre des données qui sont dans les enregistrements d'une table avec les objets de l'application. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner la liste des produits. N'est-ce pas? Alors ça, c'est pas de... Ça, si vous voulez travailler une application Java classique sans utiliser de framework, alors il faut s'attendre à des codes comme ça, n'est-ce pas? Alors sauf que si vous voulez en quelque sorte, si vous avez une application dans laquelle vous avez beaucoup de tables, avec beaucoup de traitements à faire, alors vous allez écrire beaucoup de codes comme ça, n'est-ce pas? C'est des codes qui se répètent. À un moment donné, vous allez juste faire des copier-coller. Et à chaque fois, vous allez modifier produit par fournisseur, fournisseur par client, etc. N'est-ce pas? Et vous changez les requêtes, c'est presque des copies qui se répètent, des codes qui se répètent. Et vous savez que quand vous commencez à faire des copier-coller, il faut s'arrêter. Il faut dire, est-ce qu'il n'y a pas un framework qui permet de faire ce travail? Alors effectivement, en entreprise, il ne faut jamais essayer d'écrire du code comme ça, parce que les entreprises savent très bien que c'est une perte de temps d'abord, parce que vous allez perdre beaucoup de temps à écrire du code JDBC pour résoudre l'accès aux bases de données. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, quel que soit le code que vous allez écrire, il y aura toujours des failles. Tout à l'heure, on va y revenir. Dans ce genre de code, si vous voulez faire quelque chose de mieux, encore avec un peu plus d'expérience, vous allez dire, bon, il y a problème. Ici, à l'intérieur de la méthode, je crée une connexion, n'est-ce pas? Ça signifie quoi? Ça signifie que, imaginez qu'à un moment donné, il y a 50 000 utilisateurs qui vont envoyer des requêtes vers l'application. Ça veut dire que la méthode produit par mot-clé va s'exécuter 50 000 fois. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire combien de connexions qu'on va créer vers la base de données? 50 000. Et vous savez que chaque connexion, c'est une socket. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Est-ce que réellement, j'ai besoin de créer une connexion, 50 000 connexions vers la base de données pour répondre à l'ensemble des requêtes? Je n'ai pas besoin. Peut-être une seule connexion, la même connexion peut être utilisée pour servir plusieurs requêtes.
n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire en termes de performance, c'est pas bon. Premièrement. Alors, c'est comme si je vous dis, par exemple, dans une entreprise, vous avez chaque employé pour que les employés communiquent avec le monde extérieur. J'imagine que l'application communique avec la base de données. Vous avez besoin d'une ligne téléphonique. Alors c'est comme si vous êtes en train de faire un abonnement téléphonique pour chaque employé. C'est très coûteux, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand vous utilisez donc plusieurs connexions, c'est-à-dire lignes téléphoniques, c'est que vous êtes en train de consommer beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Alors qu'une seule ligne peut-être peut suffire, mais à condition, bien sûr, qu'il soit être mutualisé. Donc c'est exactement ce qui va se faire souvent. Alors dans les applications si vous voulez créer quelque chose de qualité, vous allez penser à créer ce qu'on appelle un singleton connection. Le singleton connection, c'est-à-dire vous allez créer une seule connexion que vous allez utiliser, quel que soit le nombre de requêtes, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Alors, sauf que le singleton connection, il y a un problème. Le problème, c'est que quand vous avez le nombre d'utilisateurs simultanés devient très important, vous savez que chaque requête, il y a création d'un thread. Ça veut dire que vous avez par exemple des centaines de threads qui veulent utiliser la même connexion. Alors, dans ce cas-là, il y a une file d'attente, n'est-ce pas? Ça veut dire que le premier thread qui va utiliser la connexion, il envoie sa requête, il attend la réponse. Dès qu'il reçoit la réponse, il va libérer la connexion pour un autre thread. Donc, il dit que quand il y a une seule connexion, ça veut dire qu'il y a une file d'attente. Quand il y a une file d'attente, que le nombre de threads devient important, on ralentit l'exécution de l'application. Ça veut dire que singleton, ce n'est pas toujours une meilleure... C'est une solution quand le nombre d'utilisateurs simultanés n'est pas très important. Alors, si vous voulez faire quelque chose de mieux encore, vous allez utiliser ce qu'on appelle un pool de connexion. Le pool de connexion, c'est que au début, je vais créer une connexion, mais quand je vois le nombre d'utilisateurs qui devient très important, je vais créer 2. Et quand ça devient très important, j'en crée 3. C'est-à-dire, je crée un certain nombre de connexions qui sont suffisantes pour, au lieu de créer une seule file d'attente, soi-disant, je crée 5 files d'attente. Et dans ce cas-là, je peux faire mieux. Donc, vous voyez, le fait d'écrire ce code comme ça peut sembler bon, n'est-ce pas? Ça marche dans votre machine, mais quand vous serez en production, vous allez commencer à voir, par exemple, que vous pouvez faire mieux. Autre chose, ici, nous n'avons pas utilisé une transaction. Vous savez que la dernière fois, j'ai parlé que tous les traitements que vous utilisez généralement doivent être transactionnels, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, il faut démarrer la transaction et à la fin, vous faites soit un commit, soit un rollback. Ici également, il y a un risque de ce qu'on appelle l'injection SQL en termes de sécurité. Après, on n'a pas utilisé un cache. Donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment écrire votre code d'une manière professionnelle, peut-être vous avez encore besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans le développement pour pouvoir faire quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Alors, à l'époque, il n'y avait pas les frameworks. Et les développeurs sont obligés d'écrire du code eux-mêmes pour pouvoir régler ce genre de problème, n'est-ce pas? Et il se trouvait que les entreprises souffraient de ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'un jeune ingénieur qui vient d'avoir son diplôme, généralement, quand on lui confie le développement d'une application, ce qui est sûr, c'est que sa première expérience, c'est souvent catastrophique. La deuxième expérience, catastrophique moins, je ne sais pas quoi. La troisième expérience, un peu plus, il fait mieux, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il faut attendre que l'ingénieur ait 10 ans d'expérience pour commencer à faire quelque chose de plus performant, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'à un moment donné, les entreprises, quand ils veulent recruter, ils demandent expérience 10 ans, expérience 8 ans, etc., n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre une dizaine d'années pour faire faillite, Alors ça, je vous disais, donc avant c'était comme ça, c'était terrible. Alors, mais il faut savoir que après, depuis 10 années, il y a la notion de framework. La dernière fois, j'avais parlé de l'inversion de contrôle. Ça veut dire que toutes les choses techniques, il ne faut pas perdre du temps. Parce que si vous perdez du temps, non seulement vous allez perdre du temps, mais vous risquez d'écrire quelque chose qui ne marche pas bien, c'est-à-dire en termes de performance. Alors maintenant, quand vous faites du mapping objet relationnel, sachez que dans toutes les technologies, il y a des frameworks. Il faut utiliser un framework de mapping objet relationnel.